Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 3 janvier 2022. Je continue ma lecture de Vie et doctrine des philosophes de Will Durand dans la partie qui parle du philosophe François Bacon. Et c'est le début, c'est la partie entre la Grèce et Francis Bacon. Euh, voilà, c'est un petit peu ça qui est étudié là. Alors, je reprends ma lecture où j'en étais. Les nations aussi, comme les individus, se développent lentement et meurent tout aussi sûrement. Certaines nations grandissent, d'autres déclinent. En un bref espace de temps, les races d'êtres vivants sont changées, telles des coureurs, elles se transmettent le flambeau de la vie. En face de la guerre et de la mort inévitable, il n'y a de sagesse que dans l'ataraxie. Considérer toute chose avec un esprit calme, c'est ça l'ataraxie. Dans ce poème, c'est clair, la vieille joie païenne de la vie a disparu. Il semble qu'un esprit exotique touche une lyre brisée. L'histoire qui n'est qu'humour ne fut jamais aussi facétieuse que le jour où elle qualifia d'épicurien l'épique et sombre pessimiste que fut Lucrèce. Si tel est l'état d'âme d'un disciple d'Épicure, imaginez l'optimisme de stoïciens déclarés tels que Marc Aurèle et Épictète. Il n'y a rien d'aussi déprimant dans toute la littérature que les entretiens de l'esclave, si ce n'est les pensées de l'empereur. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux ce qui arrive comme il arrive, et tu couleras une vie heureuse. On peut sans doute de cette façon commander à l'avenir et jouer la majesté royale aux yeux de l'univers. Voilà ce que pense Will Durand, qui était un philosophe américain, donc qui a une vision, à mon sens, à l'inverse du stoïcisme, de l'épicurisme tel que le pensait Lucrèce, ou du fatalisme oriental. Il y a quand même une vision un peu critique de cela. L'histoire raconte que le maître d'Épictète, qui traitait son esclave avec une cruauté sans répit, se mit un jour à lui tordre la jambe par manière de distraction. Si tu continues, dit Épictète avec calme, tu me casseras la jambe. Le maître continua, et la jambe fut brisée. Ne t'avais-je pas dit, observa tranquillement Épictète, que tu me casserais la jambe? Il y a cependant une certaine noblesse mystique dans cette philosophie, comme dans le tranquille courage d'un pacifisme à la façon de Dostoïevski. De quoi que ce soit ne dis jamais « j'ai perdu cela », mais « je l'ai rendu ». Ton enfant est-il mort? Tu l'as rendu. Ta femme est-elle morte? Tu l'as rendue. On t'a pris ton domaine, encore une chose que tu as rendue. En de tels passages, nous sentons la proximité du christianisme et de ses indomptables martyrs. Voilà, c'est dans cette période-là arrive ensuite le christianisme. Donc, la Grèce, euh, la Grèce guerrière est partie en expansion. Elle était d'abord en guerre permanente, puis quand arrive à l'époque de Socrate, puis quand arrive Alexandre le Grand, elle s'étend, elle va dans les conquêtes, puis ce reflux, ce qui fait refluer, ce qui amène sur la Grèce euh, les pensées orientales, euh, qui changent un peu la mentalité guerrière pour l'amener vers le plaisir, au contraire. Et ensuite, il y a une sorte de décadence. Les Romains prennent le relais, et les Romains sont déjà sont adoucis par rapport à ce qu'étaient sans doute les Grecs de l'époque de Socrate. Et à partir de là,
donc cohabitent dans, dans la spiritualité romaine les stoïciens, les épicuriens et les chrétiens qui commencent à arriver. Et donc tout ça amène l'idée de l'amour, du partage, de la bienveillance, etc. Toutes les grandes valeurs qui sont amenées par le stoïcisme et par le christianisme, voilà, à la société romaine qui essaye d'y répondre par la violence, en condamnant les chrétiens aux arènes, à se faire dévorer, etc. Et en fait, les chrétiens y répondent que par l'amour, l'extase dans lequel ils sont, et finalement, ça finit par convaincre, l'excès de cruauté finit par convaincre les derniers empereurs romains de ce qui était polythéiste, la Rome, de se convertir au christianisme, et c'est le christianisme ensuite qui prend le relais, et Rome qui va en décadence. Donc la violence de Rome, elle aussi, se réduit et va vers une autre type de philosophie. Ce que refusait d'admettre le Nietzsche, par exemple. Il aurait voulu, il pensait qu'il y avait plus d'énergie, et plus de vie, euh, plus de joie à vivre dans la période guerrière, avec les guerriers qui sont aux commandes, comme les Romains par exemple. Sauf que ce n'est pas le cas. Sinon, ils n'auraient pas plébiscité d'une certaine façon le christianisme, avec justement qui veut faire tomber le principe de domination, etc., même si il a fini par imposer ça aussi. Voilà. En réalité, et ces indomptables martyrs. Et en réalité, la morale chrétienne du renoncement, l'idéal politique chrétien d'une fraternité presque communiste, oui, l'eschatologie chrétienne de la conflagration finale du monde n'était-il pas comme des réminiscences de la doctrine stoïcienne? Et oui, chez Épictète, l'âme gréco-romaine est dépouillée de son paganisme. Elle est mûre pour de nouvelles croyances. Son livre eut l'honneur d'être adopté comme manuel religieux par l'Église chrétienne primitive. Ah, tout ça, je ne le savais pas. De ses entretiens et des pensées de Marc Aurèle à l'imitation de Jésus-Christ, il n'y a qu'un pas. Voilà, intuitivement, c'est ce que je pensais. Cependant, la scène historique se modifiait. Il y a un remarquable passage de Lucrèce qui décrit le déclin de l'agriculture dans l'Empire romain et l'attribue à l'épuisement du sol. Quelle que fût la cause, il est certain que Rome passa de la richesse à la pauvreté, de l'organisation à la désagrégation, de la puissance et de l'orgueil à la décadence et à l'apathie. Voilà, derrière il y a l'apathie. Et l'Occident va dans cette dimension et elle peut en tirer vraiment un bénéfice. Et surtout ne pas se mettre à vouloir relancer l'Empire, relancer son impérialisme. À mon sens, ça serait une grave erreur. Il faut qu'elle amène l'humanité à réduire le taux de violence, à réduire l'agressivité, donc à commencer par elle-même, l'Occident, par lui-même, à dévaluer son agressivité, son désir d'aller guerroyer à droite à gauche, de provoquer les autres grandes puissances, etc., d'être dans un combat permanent, d'avoir un ennemi en permanence pour maintenir son agressivité entière. À mon sens, c'est une erreur. Je ne sais pas ce qu'il adviendra si c'est l'empire l'impérialisme qui s'impose, c'est que c'est lui qui devait s'imposer. Si c'est au contraire les grandes valeurs que l'Occident a d'égalité, de tout ce qu'elle a
réussit à amener à l'humanité en théorie, mais pas en pratique, si elle parvient à l'incarner et à le diffuser dans l'humanité, ça sera, je pense, la solution pour que l'Occident garde l'eau du pavé avec les autres puissances à égalité, c'est-à-dire dans un système horizontal avec les Chinois, les Hindous, les Africains, les musulmans, avec les peuples primitifs, etc., dans un principe d'égalité et d'horizontalité, c'est-à-dire que l'Occident doit aider l'ONU à prendre le pouvoir sur cette planète. Voilà en fait l'histoire. Les cités retombèrent dans l'effacement de l'Hinterland. Les routes ne furent plus entretenues et ne connurent plus l'animation du trafic. Ça va vite la décadence en fait. Et nos routes sont plus entretenues. Et on voit bien qu'on est tombé dans la décadence. Et on est tombé dans la décadence parce que les dominants ont thésaurisé les richesses et ont thésaurisé la visibilité. On voit on a oublié depuis 40 ans, les leaders politiques ont complètement oublié le peuple. Pourquoi? Parce que les médias qui appartiennent aux dominants, les grands médias, ont tourné leur caméra et leur micro que vers les élites, vers les stars du sport, de la chanson, du cinéma, etc. Les milliardaires, les trucs, ça a été toutes les années 90, les années tapis, Berlusconi, 90, 2000, etc. Jusqu'à pratiquement maintenant, on est encore dans ce système. Et donc, les caméras étaient... les politiques ne voyaient plus le peuple. Donc, il a négligé, il a oublié de s'occuper des villes, de provinces, voilà, il a laissé à l'abandon tout un pan de trucs et il a accepté le diktat des patronats qui disaient il faut tout réduire, il faut vendre d'abord tout ce qui est public, il faut le vendre au privé, et nous on s'en occupera mieux, il faut réduire l'argent un peu partout pour être plus efficace. Pour l'efficacité, on réduit le personnel dans les villages, dans les villes, dans les hôpitaux, dans les écoles, enfin bref, tout le système, et par contre on le recharge dans les forces de l'ordre, comme n'importe quel gouvernement paranoïaque, comme système paranoïaque, qui est basé sur l'injustice en fait. C'est parce qu'il y a de l'injustice qu'un gouvernement est paranoïaque et qui a peur d'être renversé. S'il n'y a pas d'injustice, tout se passe bien. Voilà, même s'il y a des révoltes, elles sont bien réglées. Et donc voilà exactement comment ça a dû se passer. Les petites familles des Romains cultivées furent supplantées par de vigoureuses souches de germains barbares qui d'année en année pénétraient en rampant à travers la frontière. La culture païenne céda la place aux cultes orientaux et presque imperceptiblement l'empire passa aux mains de la papauté. Voilà, mais c'est la papauté, c'est pas les barbares qui ont pris le pouvoir. C'est la papauté et c'est le christianisme c'est le spirituel qui s'est répandu sur l'Europe, sur le monde en fait, qui a continué le relais de Rome, mais d'une autre façon, non violente, pas par la conquête et la brutalité, qui était déjà moindre chez les Romains que chez les Grecs. Et donc il y a bien une évolution de cette avancée vers l'unification mondiale beaucoup plus douce, quoi. L'Église, soutenue dans ses premiers siècles par les empereurs dont elle absorba peu à peu le pouvoir, se développa et grandit rapidement en nombre, en richesse et en influence.
Au XIIIe siècle, elle possédait le tiers du sol de l'Europe et ses coffres regorgeaient des dons que lui prodiguaient riches et pauvres. 1000 années durant, elle unit par l'enchantement d'une foi inaltérée la plupart des peuples du continent. Jamais auparavant et jamais depuis, organisation ne fut si étendue et si pacifique. Oui, exactement, c'est vrai. Mais cette unité dans la pensée de l'Église demandait une foi commune, exaltée par des sanctions surnaturelles et soustraite au changement et à l'action corrosive du temps. C'est pourquoi le dogme défini et définitif fut jeté tel une coquille sur l'esprit de la jeune Europe. Voilà, je vais arrêter là, mais pour dire que, et voilà, plus après, le christianisme a fini son moment de conquête. Et qu'est-ce qui a pris le relais? C'est le marché. Voilà, et le marché est encore moins violent que le christianisme d'une certaine manière. Il a moins de... Il y a un problème avec le marché, il faudra vraiment le déterminer. Mais c'est encore de l'adoucissement pour aller toujours vers l'unification humaine de plus en plus paisible et de plus en plus englobante. Le marché, il englobe la planète, c'est la mondialisation. Et voilà, c'est le nouveau moteur de cette unification. Et là, il est en train de perdre de son pouvoir. Alors, par quoi il va être remplacé? Je pense, à mon sens, par un marché bienveillant, par un marché symbiotique. Voilà, c'est ça. Et peut-être par se hisser au dernier cran qui sera l'ONU, les organisations mondiales. Ça commence avec, justement, avec le Covid. C'est une façon d'universaliser avec l'OMS, etc. Tous les grands organismes sont en train de prendre le relais. Donc l'intérêt, ça serait de le faire de manière consciente, intelligente et consciente surtout. Si on est conscient, on le fait correctement et avec conscience, on prend conscience qu'il faut que notre finalité, c'est l'union, c'est l'unité mondiale, c'est la paix universelle, c'est le bien-être pour tous, etc. Et sans distinction, faire tomber tous les racismes, toutes les dualités intercommunautaires, etc., les abolir et donc y aller de façon consciente. Voilà. Je pense qu'on est sur la bonne route pour aller vers la conscience. En tout cas, la mécanique universelle, c'est ce qu'elle essaye de faire. Mon site, mon travail, c'est ce que j'essaie de faire à travers la mécanique universelle. C'est ouvrir les consciences à cette finalité. Voilà, avec mes petits moyens. Bon, je reprends tout à l'heure. J'ai du travail. Merci, au revoir. C'est à l'intérieur de cette coquille que la philosophie scolastique se mue à l'étroit de la foi à la raison, de la raison à la foi, d'hypothèses gratuites à des conclusions d'avance établies. Au XIIIe siècle, la chrétienté tout entière fut troublée et stimulée par les traductions arabes et juives d'Aristote. Mais le pouvoir de l'Église était encore capable d'assurer, par saint Thomas d'Aquin et d'autres, la métamorphose d'Aristote en théologien médiéval. Le résultat fut la subtilité, non la sagesse. Si le génie et l'esprit de l'homme, dit Bacon, opèrent sur les faits, leur travail se conforme à la matière qui est son objet et est limité par elle. Mais s'il opère sur eux-mêmes, comme l'araignée fait sa toile, leur ouvrage est indéfini et produit en fait des sciences, des toiles d'araignée admirables pour la finesse
des fils et du travail, mais sans substance et sans profit. Tôt ou tard, l'esprit européen devait briser cette coquille. Après 1000 ans de culture, le sol refleurit. Les produits se multiplièrent et leurs excédents força le commerce. À ces croisements de routes, le commerce rebâtit de grandes cités où les hommes purent associer leurs efforts pour fomenter la culture et rééditer la civilisation. C'est le début de l'empire chrétien d'une certaine façon, qui commence à s'imposer, avec aussi toutes ses propres horreurs. Mais en étendant le temps comme cela, on peut se rendre compte d'une diminution finalement de la violence, même si elle est de plus en plus visible parce que les auteurs, les historiens de l'époque, et puis ceux qui s'opposaient par exemple à l'esclavage, euh, à la violence des conquistadors, etc., qui commencent à courir le monde ou même dans les croisades. Et puis, comme amène malgré tout dans cette extrême violence dont on s'est par certains côtés débarrassé, mais cette violence, elle existe, même si progressivement, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, elle, elle régresse, elle se réduit, mais on est bien obligé de constater que les bombardements de l'Occident sur l'Irak ou sur voilà dans les pays où l'homme est en guerre, où l'Occident est en guerre, et puis sans compter la violence du 19e siècle, est terrible. Mais on peut voir quand même une évolution vers la paix. Et si elle est encore là, cette violence, malheureusement, elle est vouée, selon la mécanique universelle, à disparaître. Les croisades ouvrirent les routes de l'Orient, d'où déborda sur l'Europe un flot de luxure et d'hérésie destructeurs de l'ascétisme et du dogme. Le commerce, en fait, amène le luxe, amène une certaine forme de luxe. Et maintenant, on est encore dans cet excédent du marché depuis les années 80, une sorte de diktat du marché dont on doit commencer à sortir. On commence à sortir. Et sans doute la Covid et puis l'influence du débordement d'activités commerciales sur le climat, sur l'environnement, oblige doucement l'humanité à passer sur un mode de vie où il n'y a pas plus ce gaspillage, où on va être obligé de devenir vraiment écologique. Voilà, on sent que on est parti dans ce rouage-là. Et ce rouage, il va s'étendre et sur toute la planète. Voilà, les nouvelles générations vont arrêter le gaspillage et on aura encore franchi un palier. Et voilà. Le papier arrivait maintenant à bon marché d'Égypte, remplaçant les parchemins coûteux qui avaient fait du savoir le monopole des prêtres. L'imprimerie, qui avait longtemps attendu un moyen économique de propagation, éclata comme un explosif et répandit partout avec sa force d'éclairement son influence destructive. De courageux navigateurs, maintenant pourvus de boussoles
s'aventurèrent dans la solitude des mers et réduisirent l'ignorance où était l'homme de la terre qu'il habite. Alors, oui, on peut, voilà, c'est un écrit de 1930, hein, donc il faut le réhabiliter là. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a le wokisme qui est en train de s'imposer. Donc, il y a un côté positif, évidemment, dans cette chose-là, mais il faut, l'humanité est en train de réclamer de la justice, à tous les niveaux. De la justice pour les enfants abusés, de la justice pour les dominants qui abusent avec les MeToo, etc. De la justice pour les femmes qui doivent avoir le même salaire que les hommes, de la justice contre les violences faites aux femmes et aux enfants, etc. Et de la justice que doivent recevoir les Indiens d'Amérique, les Noirs qui ont subi l'esclavage, les pays qui ont été victimes de la colonisation. L'Occident devra, malgré tout, il freine. Bon, le frein est nécessaire aussi, c'est pour éviter de tomber dans des excès brutaux. Donc il y a une force entre les réactionnaires qui veulent pas qui veulent pas qu'on fasse ce devoir de mémoire. Et d'ailleurs, c'est quand même vraiment paradoxal. Mais bon, voilà, parce qu'ils ont quand même travaillé ce devoir de mémoire. On sait à quel point il est important pour éviter les boucheries qu'on a eues au XXe siècle. Pourquoi il a débouché ce devoir de mémoire sur la condamnation des crimes contre l'humanité, etc. Donc là, il faudra y passer. Il faudra que l'Occident fasse son mea culpa. Et grâce à ce mea culpa, comme dans un couple, tout simplement, hein, quand un des deux vient en disant « Bon, je suis désolé, j'aurais pas dû crier, j'aurais pas dû m'emporter, j'aurais pas dû agir de telle façon », l'autre peut enfin dire « Oui, je comprends, je te remercie de tes excuses, moi-même, j'aurais pas dû voilà, réagir comme ça, etc. » Donc, on peut arriver en disant « Oui, c'est vrai, nous avons commis des crimes terribles avec l'esclavage, la traite des triangulaires, la traite des Noirs, etc. » Et on ne va pas se justifier en disant oui, on n'est pas les seuls, les musulmans aussi, les Arabes ont fait de la traite, etc. Ça, c'est le truc des adolescents, des enfants qui disent oui, mais voilà, etc. Donc il va falloir assumer cette chose-là, et en l'assumant, l'autre pourra dire oui, mais en même temps, c'est vrai, vous nous avez amené ça, 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 ça et ça. Voilà. Des observateurs patients armés de télescopes s'aventurèrent par-delà les limites du dogme et apprirent à l'homme à connaître le ciel. Ça et là, dans les universités, dans les monastères, dans les retraites cachées, les hommes cessèrent de disputer et se mirent à chercher, par détour, l'effort tenté pour changer en or des plus vils métaux, aboutit à la transmutation de l'alchimie en chimie. De l'astrologie, les hommes avancèrent en tâtonnant et avec une timide audace jusqu'à l'astronomie. Des fables d'animaux parlant surgit la science de la zoologie. Le réveil commença avec Roger Bacon, mort en 1294. Il s'accentua avec le prestigieux Léonard de Vinci, pour atteindre sa plénitude avec l'astronomie de Copernic, 1473-1543, et de Galilée, 1564-1642. Les recherches de Gilbert en électricité et en magnétique, de Vézal en anatomie et de Harvey sur la circulation du sang. À mesure que croissait la science, décroissait la crainte.
On pensait moins à adorer l'inconnu qu'à en pénétrer les secrets. Une confiance, voilà, et là on peut quand même se rendre compte de ce qu'était le monde avant, ses connaissances aussi. La crainte qu'on avait des forces de la nature, etc. Donc il est légitime qu'à un certain moment, l'homme se soit cru comme maître et possesseur de la nature. C'est une réaction tout à fait normale, sauf qu'elle est exagérée, elle était vraiment pas cohérente, mais elle était légitime, naturelle, on va dire. Une confiance nouvelle animait tous les esprits. Les barrières étaient renversées, il n'y avait plus maintenant de limite aux possibilités humaines. Voir de petits navires faire le tour du globe à l'instar des corps célestes, c'est le bonheur de notre temps. On peut de nos jours dire avec raison plus ultra, toujours plus avant, là où les anciens disaient non, non plus ultra. C'est Bacon qui dit ça. Ce fut une époque de réalisation, d'espoir et d'énergie, de nouveaux commencements, de nouvelles entreprises dans tous les domaines, une époque qui attendait un interprète, une intelligence synthétique pour résumer et orienter son esprit. Ce fut François Bacon, Francis Bacon, le plus puissant cerveau des temps modernes, dit-il. C'est Paine qui dit ça, qui donna le signal de la mobilisation des esprits et proclama la majorité de l'Europe. Voilà. Voilà, donc on est quand même devant cette belle histoire de l'évolution de l'humanité, qui a aussi malheureusement sa violence, son côté extrêmement terrible quand même, faut l'avouer. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. À bientôt pour la continuation de ma réflexion.